Bienvenue à toutes et à tous à cette cinquième rencontre de l'Université politique du confinement organisée par la Fédération du Parti socialiste de Paris. On veut, pendant cette université politique, réfléchir collectivement à la période, évidemment, dans laquelle on est, qui est une période compliquée, charnière probablement politiquement. Et on veut aussi se poser les bonnes questions par rapport à notre modèle de société, celui qu'on veut pour le monde, pour la France, et puis aussi pour nos villes, pour Paris. On veut réfléchir finalement à tout ce qu'on a envie de faire en termes de projets politiques. Je me présente, je m'appelle Emma Rafovic, je suis militante socialiste dans le 11e arrondissement de Paris et je suis aussi secrétaire fédérale à la jeunesse du Parti socialiste de Paris. J'ai le plaisir d'animer cette cinquième rencontre. On accueille avec nous Emmanuel Grégoire, qui est militant socialiste et aussi premier adjoint de la maire de Paris, chargé du budget, de la transformation des politiques publiques et des relations avec les arrondissements. Et ensemble, pendant une petite heure, on va tenter de répondre à la question suivante. Comment vivre la ville après le Covid-19 et après le confinement? Donc on est évidemment au cœur de l'actualité. Bonjour Emmanuel. Hop, c'est tout. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous, de vous retrouver, même si ce n'est qu'à distance. Alors, avant de commencer et de poser la première question, je tiens à dire que vous pouvez toutes et tous poser vos questions en cliquant sur le bouton Q&R, donc questions et réponses sur Zoom, c'est en bas de votre écran. Et du coup, on va commencer tout de suite et rentrer dans le vif du sujet. On est aujourd'hui dans une situation compliquée. Tu es élu à la mairie de Paris et tu es premier adjoint. Euh, Avant de parler du futur et finalement de tout ce qu'on peut voir et penser pour la suite, comment est-ce que tu vois la situation aujourd'hui et comment est-ce que tu appréhendes finalement le présent et la situation actuelle? Écoutez, oui, c'est une question très, très difficile, d'abord parce que cette séquence tout à fait exceptionnelle, hein, exceptionnelle par son caractère inédit, exceptionnelle par sa gravité, par sa dimension mondiale. C'est rare dans l'histoire, je pense que c'est même inédit, parce que je ne veux pas comparer ça à une guerre, ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est rare qu'on ait aussi rapidement et à une telle échelle un événement qui bouleverse nos habitudes de vie de façon structurellement aussi puissamment. Et la deuxième chose, c'est que pour nous, c'était un contexte très singulier. C'est sorti de campagne électorale qui avait mobilisé beaucoup d'énergie. Et il est incontestable que nous avons découvert un nouveau monde de contraintes avec cette épidémie. Alors, on essaie de faire face, on y reviendra, mais qui ouvre incontestablement une période pleine d'incertitude. Alors, euh, comme tout est plein d'incertitude, il peut en advenir du bon, il peut en advenir du moins bon, et ni l'un ni l'autre ne sont certains, et ni l'un ni l'autre ne sont gagnés. C'est pour nous un enjeu supra qu'il faut évidemment avoir en tête et qu'il faut préparer. Notre priorité, vous l'avez tous en tête, hein, je sais, parce que beaucoup d'entre vous sont des militants aguerris, réguliers avec lesquels nous échangeons. Notre priorité autour de Anne, tous les élus, que ce soit des élus municipaux, que ce soit les parlementaires, ont été mobilisés dans la gestion dite d'urgence de la crise. Ça a été très consommateur de temps et d'énergie dans les premiers jours. Ensuite, on a géré, entre guillemets, la crise un peu plus au long cours pour ajuster ce qui devait l'être. Et nous sommes rentrés dans une nouvelle phase depuis maintenant plusieurs jours, heureusement qui a été préalablement préparé de travaux, de réflexions, que ce soit d'un point de vue politique, d'un point de vue administratif, qui est la préparation du déconfinement. Et dans la préparation du déconfinement, il y a une double dimension qui est assez intéressante dans les débats que nous allons avoir et que nous avons, je le sais, beaucoup en ce moment collectivement. C'est un, gérer concrètement le déconfinement, c'est-à-dire une forme de retour à la normalité. On sait que ce ne sera pas du jour au lendemain, ce sera progressif, on sait que ce sera plutôt long, en espérant que ce ne soit pas trop. Moi, je ne suis pas un prophète du pire, mais je ne suis pas non plus un adepte de la pensée magique. Et deuxièmement, et c'est peut-être ce qui nous intéresse le plus, c'est penser à un après. Quand je dis un après, c'est pas penser à un nouveau monde. L'exégèse du nouveau monde à travers la crise est, à mon avis, quelque chose de très superfétatoire.
rien dans ce que nous vivons ne prédestine à un nouveau monde. Ou alors, il porte en germe des choses qui ne sont pas totalement au cœur de nos valeurs. Mais on voit quand même que dans les éléments qui sont des éléments de compréhension de la crise, de sa rapidité de propagation, du point de vue de l'épidémie elle-même, des facteurs sociaux qui sont des facteurs aggravants de la crise, et bien que ça rejoint un très grand nombre de questions que nous portons à gauche, que nous questionnons depuis d'ailleurs de nombreuses années, rejoint peut-être encore plus d'ailleurs le projet municipal que nous avons porté dans la pensée d'une certaine manière des limites de systèmes urbains qui, si nous n'y prenons pas garde, étouffent sur eux-mêmes, et l'épidémie en est d'une certaine manière une crise d'accélération, une crise d'exacerbation, que nous devons penser à un après différent. Ça prendra beaucoup de temps, évidemment, et puis évidemment, on doit d'abord concentrer sur la gestion de la crise et la sortie de cette crise, mais il faut évidemment y travailler tous ensemble. Je sais que c'est l'un des objectifs des réunions que la Fédé organise. Finalement, comment est-ce que tu vois, au-delà de la ville de Paris finalement et de la situation, le rôle des collectivités locales, enfin des collectivités territoriales, en particulier évidemment celui de la ville de Paris, mais dans l'articulation avec le rôle de l'État? Je pense qu'on vit quelque chose de tout à fait révolutionnaire, qui n'est pas orthogonal avec nos convictions, mais qui connaît une acuité particulière. C'est que nous sommes en train de vivre l'avènement d'un nouveau rôle pour les collectivités territoriales. Je crois que la crise a fait la démonstration de deux choses: que l'État était bien trop lourd aujourd'hui pour être performant en tout domaine. Alors il l'est sur bien des domaines, il ne faut pas non plus jeter tout avec l'eau du bain, comme on dit, mais incontestablement, l'État, après quelques tentations jacobines au début de crise, a bien compris qu'il ne pourrait pas faire sans les collectivités territoriales, d'ailleurs pas que les communes, hein, mais notamment les communes. Et donc, je crois que l'une des analyses de sortie de crise sera vraiment d'engager de façon accélérée notre pays sur une voie de la décentralisation beaucoup plus marquée, alors que c'était clairement pas du tout un marqueur de Macron. Est-ce qu'il poussera la logique et est-ce qu'il le fera vraiment? C'est un autre débat, mais en tout cas, les analystes des politiques publiques, les gens qui sont un peu spécialistes de ces sujets-là, voient bien que l'État a quand même montré largement ses limites dans cette crise, et que probablement ce sera un marqueur d'accélération d'une déconcentration, décentralisation d'un certain nombre de politiques publiques territoriales. Oui, donc on a fait finalement un état des lieux assez large de la situation. On aura beaucoup de questions après qui vont parler de sujets plus précis liés au déconfinement, notamment beaucoup de questions qui reviennent sur les écoles. Mais finalement, quel défi est-ce que tu arrives à avoir pour l'avenir, si tu arrives à en voir des précis? Est-ce que tu te dis ça va être des questions spécifiques auxquelles on va devoir répondre différemment dans les mois, voire années à venir? Oui, et honnêtement, le nombre de sujets est immense, hein. Enfin, on a quand même plein de sujets qui ont été bousculés, y compris, il y en a certains sur lesquels on savait qu'on n'était pas forcément en position de force, mais d'autres qui, sur le plan international, on avait le sentiment que la France était plutôt armée. Elle s'est montrée plutôt désarmée, pas non plus totalement incompétente, mais quelles sont les grandes questions? La question du modèle productif est tout à fait centrale. Ce qu'on a compris avec cette crise, c'est qu'il y avait un vrai sujet de souveraineté lié au modèle productif et aux échanges internationaux, qui ne pose pas autant de problèmes dans une phase normale, mais qui devient un accélérateur de la catastrophe extrêmement puissant au début. Et donc, c'est notamment la dépendance d'un certain nombre d'économies occidentales au système productif industriel chinois, qui est apparu, d'ailleurs sud-asiatique au sens large, je ne pas le chinois, est apparu de façon criante. Ce qui fait que dès qu'il y a un mouvement qui grippe la fluidité de la circulation des marchandises, c'est absolument terrible. Ce n'est pas un diagnostic nouveau, on l'avait déjà fait. On rappelle des contributions sur le nouveau modèle de développement que nous avions fait déjà il y a une grosse dizaine d'années au parti, il le disait déjà. Simplement, on se rend compte qu'on a beau en faire le diagnostic, inverser la tendance est extrêmement complexe. Et notamment soulève un vieux sujet pour la gauche, qui est celui de la tension entre l'universalisme des valeurs et le protectionnisme à vocation notamment sociale. Et donc il faudra incontestablement retravailler sur ce sujet. Le deuxième grand champ, c'est celui, tu l'as évoqué un petit peu
à travers le questionnement sur la répartition des rôles, c'est celui des politiques publiques, avec une grosse crise de l'hôpital public qui était déjà latente. Et je mets en garde contre les diagnostics un tout petit peu rapides sur la crise de l'hôpital public, c'est un sujet que je connais bien. Il faudra incontestablement, elle a connu un choc. Le système a plutôt pas si mal résisté que ça. Mais je ne crois pas qu'il faut faire le diagnostic de l'hôpital public, d'ailleurs uniquement à l'aune de la crise du Covid et notamment de cette tension sur les sujets de réanimation, etc. Mais on a un sujet sur le système de santé. Et là, c'est un petit péché d'orgueil de la part des Français, mais en réputation d'avoir le meilleur système de santé au monde. C'est du point de vue du coût incontestablement vrai, puisque je rappelle que dans beaucoup d'autres pays, le simple accès aux tests est un défi financier quasiment insurmontable pour la plupart des gens. Nous, ce n'est pas le cas. Quand même, un système qui montre aussi ses vertus. Donc les politiques publiques, j'ai pris l'exemple de l'hôpital, mais bien d'autres vont être questionnées. Et à mon avis, le troisième grand sujet, qui est un sujet d'ailleurs qui rejoint des réflexions que nous avions dans la campagne, c'est la question des systèmes urbains. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'un système urbain, c'est plutôt efficace pour plein de choses, c'est plutôt efficace pour le modèle social, plutôt efficace pour des champs de politique publique, culturels, etc. Mais ça crée des zones de risque, notamment à des risques de type pandémique. Alors c'est pareil, on ne va pas renoncer aux villes parce qu'il y a une pandémie qui est passée par là. Mais enfin, il y a quand même un sujet de soutenabilité de nos modèles urbains. Et je trouve que ça va plutôt dans le sens du diagnostic. Plutôt dans le sens du diagnostic que nous avions posé au moment de la campagne électorale. C'est donc positif. On est globalement dans un moment politique où on se dit qu'on doit évidemment aller de l'avant. On se sent parfois conforté dans les diagnostics qu'on faisait avant, mais ça ne nous empêche pas évidemment de remettre en question beaucoup de choses. On va passer du coup aux questions, parce qu'il y en a beaucoup, et ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir y répondre à toutes. Il y a Sandrine qui pose une question sur l'éducation et l'école. Donc, quelle est votre position sur la question de l'éducation à Paris durant la crise du Covid? Est-il prudent d'ouvrir les établissements? Alors, c'est une question très complexe qui mériterait beaucoup de développement, mais peut-être deux observations sur l'éducation pendant le Covid. D'abord que l'éducation nationale a fait beaucoup de progrès, mais qu'incontestablement, elle n'est pas armée pour l'enseignement à distance. Et donc, il y a de ce point de vue-là plein de qualités, notamment, on l'a découvert sur la disponibilité des enseignants dans l'accompagnement à distance. Et peut-être le deuxième grand sujet qui a explosé à la face de beaucoup, on le savait, mais peut-être pas dans de telles proportions, c'est le décrochage scolaire d'enfants dès qu'ils sortent du système éducatif. Et c'est deux choses, c'est à la fois la difficulté du système éducatif à les raccrocher quand on les voit un peu disparaître des radars, mais deuxièmement, de rappeler combien le système éducatif est essentiel pour l'insertion, pour l'éducation, la formation des jeunes. Donc voilà. Et puis sur l'après, est-il raisonnable de réouvrir le 11 mai? La réponse est oui, mais avec des prérequis qu'il va falloir remplir. Et les prérequis vont avoir deux conséquences. Un, ça va être progressif. Deux, des conditions d'accueil quantitatif dégradées. Trois, des modes de fonctionnement en termes d'aménagement et de spécification. Les professionnels parlent de protocoles sanitaires extrêmement contraints. Et donc, voilà, ça va prendre du temps, ça va être progressif. Et il y a encore quelques prérequis à clarifier. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, les écoles ne repartent parce que la priorité, c'est de prendre soin de la santé. Merci. Alors, on a une autre question de Martin qui parle de tourisme, notamment dans le cadre de la fermeture des frontières. Si la fermeture des frontières du coup, reste en vigueur durant l'été, quelles sont les perspectives économiques envisagées pour tout le secteur du tourisme parisien? Et le risque d'une multiplication des faillites et fermetures est-il réel? Alors oui, c'est réel, c'est probablement le secteur qui va le plus souffrir de la crise. Elle va être durable pour deux raisons. Il faut bien avoir en jeu en tête les enjeux économiques. Ce qui fait la puissance économique de la place touristique de Paris, c'est pas vraiment les touristes qui viennent visiter la Tour Eiffel, c'est plus le tourisme d'affaires. Et celui-là, il est en train de connaître une glaciation durable. Quand on dit durable, c'est probablement des mois et des mois, peut-être même des années en partie. Il y a déjà des grandes entreprises qui, sur le plan mondial, ont annoncé la suspension de tous les événementiels présentiels à l'échelle mondiale
Pour Paris, c'est des centaines de milliers de nuitées hôtelières perdues, des centres de congrès et tous les écosystèmes qui vont avec. Donc, évidemment, les restaurants, tous les commerces, les industries culturelles, l'accompagnement, les prestations événementielles, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, en termes d'activité hôtelière, on tape sur une chute de 80% sur l'année. C'est assez spectaculaire. Et en même temps, donc ça va être très dur, et en même temps, il y a quelques signes positifs, ou en tout cas sur lesquels il va falloir capitaliser pour y arriver. Un, c'est que sur le tourisme de loisirs, comme on dit, il faut savoir que c'est principalement quand même les Français et les Européens qui visitent Paris. Donc ce tourisme-là, on peut considérer qu'il n'est pas perdu pour super longtemps, et qu'on peut, au cours de l'été, peut-être à la rentrée, commencer à le réamorcer. Euh, et puis qu'il a il a un potentiel d'augmentation non négligeable, parce que beaucoup de gens qui ne viendront pas en France parce qu'ils ne le peuvent pas, à l'inverse, des Français ne partiront pas à l'étranger, donc en France. Et donc on va essayer de réfléchir comment capter ça. Mais quand même, ça va être très dur, et ça invite à se questionner sur un sujet qu'on a un peu abordé pendant la campagne, qui est celui du tourisme durable, qui est celui des effets pervers de ce qu'on appelle le surtourisme, parce que pour des raisons sanitaires, mais peut-être aussi pour des raisons un peu plus philosophiques et sociétales, on est en train d'accélérer la mutation, en gros, d'un tourisme de masse à un tourisme plus qualitatif, plus respectueux, plus soutenable. Donc avec moins. Ça rejoint par exemple, je ne sais pas si vous avez en tête, mais il y avait un sujet qui nous pose problème à Paris, c'est nous essayons absolument, avant la crise, mais ça c'est encore plus d'actualité, de diminuer le tourisme de groupe. Le tourisme de groupe, c'est ces tours opérateurs qui font débarquer 50 personnes en même, parce que c'est la taille d'un bus, et c'est des grappes de 50 qui se baladent. Et bien ça, ce sera plus possible pour des raisons sanitaires, mais il faut que ça rejoigne une réflexion qu'on avait, qui était d'arrêter ce tourisme de masse par groupe, au profit de tourisme plus individuel. Et donc, on est en train de probablement changer de modèle, ce qui est l'un des éléments, l'une des composantes que j'évoquais dans la réflexion sur la transformation des systèmes urbains, qui est une grande conséquence avec la mobilité que j'avais en tête. Oui. Alors, juste, je vais faire un petit aparté avant de reprendre les questions. Pour poser des questions, allez dans Q&R et pas dans Converser, parce que dans Q&R, je peux toutes les voir, ce qui n'est pas le cas dans Converser. Donc, question de Maxime sur les finances de la ville. Avec la crise, les collectivités vont être confrontées à un très violent effet ciseau, baisse des recettes et augmentation des dépenses. C'est d'autant plus vrai que la ville de Paris est également un département, catégorie de collectivité territoriale, qui sera sans doute la plus touchée par cet effet. Le gouvernement a par exemple annoncé hier qu'il anticipait une baisse des recettes fiscales pour les collectivités de 4 milliards d'euros en 2020 et 10 milliards en 2021. Quelles sont les perspectives financières pour la ville de Paris, alors que son action sera d'autant plus importante pour gérer les conséquences de la crise, qui se feront sentir sur plusieurs années? Ne crains-tu pas également une remise en cause de certains impôts de production de la part du gouvernement pour faire un geste en direction des entreprises? La question vient d'un spécialiste, ou quasiment, parce qu'il y a quasiment les réponses dans la question. Mais juste pour bien expliquer ce mécanisme, hein, 4 milliards, principalement le bloc départemental, parce que l'impôt qui va morfler en 2020, c'est les droits de mutation à titre onéreux. La ville de Paris, c'est 130 millions d'euros par mois. Et donc, c'est là qu'est la zone de risque, et c'est celle que je surveille absolument. En 2021, pourquoi? Parce que c'est le décalage de la fiscalité économique. Donc, tout ce qui est assis sur la TVA, la CFE, la CVAE, la contribution à la valeur ajoutée des entreprises. Voilà, ces fiscalités économiques un peu compliquées, mais qui ont des effets retard. Et donc, c'est effectivement 2021 et sans doute encore 2022. Ce qui fait que, grosso modo, le bloc communal va probablement s'en sortir pas trop mal en 2021, mais morflera énormément, notamment les intercommunalités, en 2021. Nous, on se prend la douloureuse plutôt en 2020, je l'espère. J'ai un petit interview parisien ce matin. Si tout se passe pas trop mal, 600 millions d'euros de pertes cumulées. Il y a trois effets, hein. Il y a un effet de perte de recettes, c'est l'exemple des MTO, fiscalité économique, on encaisse moins. Deuxième effet, c'est je n'encaisse pas les recettes de facturation des services publics, et après, ça représente énormément. C'est grosso modo 80 à 100 millions d'euros par mois de perte de recettes quand on facture la crèche, les piscines, les bibliothèques, etc. Enfin,
bref, tous ces services où il y a des rentrées d'argent. Et le troisième, c'est les dépenses induites par la crise elle-même, que nous chiffrons aujourd'hui à près d'une centaine de millions d'euros au titre des dépenses directement liées au Covid-19 et une centaine de millions d'euros liés plutôt à de la dépense de relance, de soutien à la relance économique. Donc voilà, ça c'est le scénario gris, on va dire. Ce n'est pas le scénario noir, parce que le scénario noir, c'est une dépression, une désinflation, une déflation immobilière avec un effondrement très durable. Ce sera très problématique pour la ligne, ce sera surtout très problématique pour tout le monde d'ailleurs. Voilà, j'espère que et le risque déflationniste national sera endigué rapidement et qu'il n'aura pas d'impact durable sur le marché immobilier. Alors, Yasmine nous demande, on nous parle de départements rouges et verts. On imagine qu'à Paris, ce sera progressif, mais que peut-on attendre concrètement du 11 mai? Concrètement et simplement, pour nous militants, quelles infos communiquer à nos voisins, à nos amis, qui sont peut-être perdus avec beaucoup d'informations? Alors oui, et d'ailleurs, il faut leur dire qu'on ne sait pas tout. On ne sait pas tout parce que tout dépend. On a les yeux rivés sur quelques chiffres qui sont les traducteurs de la situation sanitaire. Et ces chiffres, c'est le nombre de nouveaux cas Covid. Bon, on focalise beaucoup sur les décès, vous voyez dans la presse, les décès et la réanimation, qui sont des indicateurs, c'est vrai. Mais nous, le premier indicateur que nous suivons, c'est plutôt le nombre de déclarations Covid. Pourquoi? Parce que s'il y a des déclarations de cas, ça veut dire que l'épidémie flambe toujours. Et grosso modo, aujourd'hui à Paris, on est toujours à plus de 3000 nouveaux cas par jour déclarés, c'est-à-dire bien au-delà d'un seuil nous permettant de passer en département vert, soyons très clairs. Donc soit il y a une embellie, il n'est pas interdit de l'espérer, il est interdit d'imaginer qu'elle arrive, mais c'est totalement improbable. Et donc ça veut dire que autour du 11 mai, nous serons toujours dans une situation sanitaire préoccupante. Donc, quelles seront les conséquences? Elles sont encore à documenter, puisque le Premier ministre n'était pas si clair que ça sur les conséquences d'être en statut département rouge ou vert. Et puis, on a un autre débat qui est à l'échelle de l'Île-de-France. Est-ce qu'il peut y avoir que 2 ou 3 départements, dont Paris, évidemment, en rouge, ou est-ce que c'est toute la région pour des raisons de circulation, notamment des gens. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le 11 mai, s'il n'y a pas d'aggravation, il y aura un desserrement du confinement, on pourra aller dans les rues, on pourra à peu près faire les activités pour lesquelles on est autorisé de déroger au confinement actuellement sans attestation. On pourra refaire du jogging à toute heure de la journée. Je suis certain que beaucoup d'entre vous y aspirent. Par contre, il y aura quand même des limites énormes. Quelques interrogations sur les parcs et jardins. Notre volonté, et nous nous organisons en conséquence pour faire en sorte de pouvoir ouvrir tous les parcs et jardins le 11 mai, mais nous serons soumis quand même à quelques aléas juridiques liés à la situation sanitaire. En revanche, pas de resto, pas de café, grosso modo, pas de vie sociale normale, des limitations d'événements privés aux 10 personnes. Donc, c'est ce que j'appelle le confinement aéré, c'est-à-dire que c'est toujours du confinement, parce qu'on a le droit de sortir un peu dehors, mais on sera très loin de renouer avec une vie sociale normale. Et il faut prendre son mal en patience parce que on n'est vraiment pas encore revenu dans une situation sanitaire suffisamment satisfaisante. Oui. Alors, on a une question sur les mesures prises par Anne Hidalgo au niveau parisien. Et donc, est-ce que ces mesures auront des déclinaisons dans chaque arrondissement? Et notamment, est-ce qu'on peut savoir combien y a-t-il de masques, par exemple, par arrondissement? On demande dans le 11e, dans le 17e. Et savoir comment les effectifs sont déployés. Aujourd'hui, on constate que les maires d'arrondissement de droite s'accompagnent activement en expliquant que la mairie ne fait rien et que la région donne des masques. Une forme de Trumpisme en politique locale. Est-ce que le PS et Paris en commun peuvent répondre à cette pré-campagne régionale assez malsaine? D'abord, enfin, c'est un très bon diagnostic, hein. Il faut quand même, d'abord, il faut se calmer sur les effets de tout ça. Pécresse fait quelque chose qui, sur le plan de l'éthique, est extrêmement choquant, qui consiste à faire de l'instrumentalisation de l'attente des masques pour en distribuer un peu. Elle ne répond pas structurellement aux besoins de masques. Elle en distribue, comme des confettis aux quelques-uns qui ont la chance d'être de ses amis, ou des opérations comme dans les gares, mais c'est de la poudre aux yeux. Ce qu'elle fait dans les gares le matin n'a aucun sens actuellement. Mais c'est très compliqué de contrer parce qu'on voit bien l'attente des gens sur les mains.
notre politique a été de nature différente. D'abord, on a souhaité sécuriser les masques pour les besoins de la ville elle-même et la protection de ses agents. C'est d'abord notre responsabilité de l'employeur. Mais il faut prendre conscience des volumes que ça représente. C'est plusieurs dizaines de millions de masques de consommation propre d'ici la fin de l'année 2020. Donc, il faut sécuriser dans la tension sur les marchés internationaux du masque. On se fait chourer les masques sur les tarmacs. Je ne rentre même pas dans le détail. Bref. Donc, on a besoin de sécuriser autour de 50 millions de masques pour nos propres besoins d'ici la fin de l'année 2020. Deuxièmement, on est en appui des secteurs publics critiques, essentiels, qui ont besoin de ces masques, qui devraient pouvoir se les fournir eux-mêmes, mais qui ne le peuvent pas actuellement parce que entre les restrictions d'achat, entre leur impossibilité de trouver des fournisseurs, etc., mais c'est tout le secteur médico-social principalement et tous les acteurs qui concourent à la prise en charge des secteurs exposés, donc en particulier aide alimentaire, précarité, accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées, etc. Et dans tous les lieux d'hébergement qui sont par définition des clusters potentiels. La région a fait le choix donc, de commander, ce qui est pas mal. Moi, je ne critique pas du tout le fait que la région ait commandé. Ce que je critique, c'est deux choses. Un, elle a servi de façon beaucoup plus importante, j'en suis sûr, et je mène mes investigations, beaucoup plus ses amis, qu'elle imagine être ses amis, que les gens de gauche, ce qui quand même questionne juridiquement, politiquement. Et ensuite, nous sommes plutôt engagés à fournir des masques ensuite aux Parisiens. Donc, la maire a pris cette décision il y a maintenant de nombreuses semaines. Heureusement qu'elle l'a fait. Ça permettra de commencer en fin de semaine prochaine. Donc, mardi, je présenterai de façon détaillée à la presse la procédure qui expliquera aux Parisiens quand, comment et à quelles conditions ils peuvent se fournir avec ces 2,2 millions de masques textiles norme AFNOR que la mairie de Paris a souhaité pouvoir mettre à leur disposition. Et ce sera étalé entre début mai et début juin, parce qu'on ne peut évidemment pas tout voir maintenant. Une question sur le logement. Le logement était donc par Jean Noël, qui était une question importante pendant la campagne, mais du coup une question sur le monde d'après. Comment va être la stratégie de la ville et quelle va être notre stratégie sur les questions de logement? Est-ce qu'il y aura moins de bureaux et donc une offre particulière plus importante et une baisse des prix? En tout cas, quelle stratégie la ville souhaite mener sur cette question? Alors, c'est difficile de répondre de façon précise à ça. Pourquoi? D'abord parce que ça dépendra beaucoup de l'ampleur de la crise économique. S'il y a une crise économique très grave et très durable, ça va entraîner une glaciation des investissements. Ce n'est pas ce que je crois. Je ne pense pas que c'est le plus probable. Je pense que Paris a plein de qualités, plein d'avantages. Donc, il y aura, même s'il y a un coup de froid, il y a des orages spectaculaires dans le 12e. Il y aura quand même de l'investissement en matière immobilière, que ce soit d'immobilier d'entreprise ou d'immobilier pour les particuliers. Nous verrons, nous, si la situation budgétaire et politique nous conduit à faire des ajustements sur le programme, mais pour le moment, nous n'en ressentons pas l'obligation. En revanche, dans la réflexion sur l'urbanisme, la pensée d'un nouvel urbanisme à Paris, qui était très clairement assumé dans le programme Paris en commun, à mon avis, va connaître une accélération. Et donc, peut-être que nous allons devoir revoir un certain nombre de grands programmes. Après, les priorités politiques, à mon avis, restent constantes. C'est l'hébergement pour tous les Parisiens et donc un soutien de la puissance publique à ceux qui n'auraient pas accès au marché immobilier privé. Et puis, probablement une mutation du parc immobilier, ce qui n'est qu'une très fausse bonne nouvelle. La crise du tourisme va probablement réorienter un certain nombre de biens immobiliers depuis les meublés touristiques vers le meublé locatif traditionnel. Alors, une deuxième question sur les écoles et les collèges. Donc, on demande quels sont les moyens municipaux qui vont être mobilisés pour la réouverture des écoles et des collèges. #masque. C'est une question. Alors, c'est l'éducation nationale qui est chargée. Il faut faire attention d'ailleurs à ça, je vous y invite parce que c'est un sujet de communication qui va être tout à fait central dans les semaines qui viennent. Ce n'est pas aux collectivités de fournir les masques, ça n'existe pas ça. Que nous ayons pris des mesures extrêmement fortes pour pallier les urgences, pour venir répondre à ce qui nous paraissait être un déficit d'organisation
majeur, peut-être même irresponsable de la part de l'État. Mais il ne faut pas intérioriser que c'est à nous de fournir les masques. Et l'éducation nationale, l'école, c'est l'éducation nationale. C'est à l'éducation nationale de fournir les masques. Je vous ai déjà dit que nous avons déjà sécurisé la fourniture de nos propres agents. Il y en a en école, les ASEM, vous les connaissez, les ATE, etc., que ce soit d'ailleurs en collège, en école maternelle ou élémentaire. Mais l'éducation nationale, c'est ensuite, donc le rectorat doit préciser sa doctrine, nationalement même, pas de masque pour les élémentaires, mais plutôt des masques pour les collégiens. Et c'est là aussi l'État qui devra fournir les masques pour les collégiens. Ensuite, au-delà du masque lui-même, les investissements sont importants. Ce n'est pas un sujet financier, c'est un sujet plutôt d'habitus, d'organisation. Il y a un protocole sanitaire qui a été finalisé par le ministère de l'Éducation nationale, qui précise les conditions de fonctionnement. Il est arrivé ce matin, on va le regarder en détail. Il permet de définir les modalités d'organisation d'une école. Mais c'est les mêmes conséquences que j'évoquais tout à l'heure. C'est diminution quantitative du nombre d'élèves accueillis par classe et contrainte de distanciation sociale. Probablement, ce n'est pas encore totalement arbitré, mais cantine dans les classes et puis dans des réfectoires, tout ce genre de choses, il va falloir s'habituer sans doute durablement à ça. Et le risque est réel qu'en dépit des annonces gouvernementales, et vous voyez le caractère très chaotique qui les caractérise, il n'est pas impossible que les écoles ne rouvrent pas, parce qu'entre les enseignants qui laissent entendre qu'ils feront grève, etc. Quelques éléments d'inquiétude, même si je pense qu'il ne faut pas exagérer, il y a un phénomène d'emballement médiatique, vous savez, autour de ce qu'on appelle le pseudo-Kawasaki, enfin, bref, la suspicion qu'il y a peut-être une pathologie clinique chez les enfants, en tout cas atypique d'un point de vue épidémiologique, et donc peut-être lié au Covid, ce que les médecins doivent essayer de vérifier. Voilà, plein d'incertitudes. Et on est dans une injonction contradictoire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent remettre leurs enfants à l'école, parce qu'ils en ont marre de se cogner les gosses depuis 8 semaines. Deuxièmement, parce qu'ils ont des contraintes professionnelles très lourdes et envie de retourner au boulot et besoin de retourner au boulot, etc. Et puis, évidemment, je crois que c'est ce qui l'emporte à la fin, le souhait de protéger les enfants, ne pas prendre le moindre risque dans les structures scolaires. Alors, on a encore pas mal de questions, mais du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour les nouvelles questions. Et du coup, Hervé, tu auras la dernière. Mais du coup, une question de Lies concernant le métro parisien et sa capacité. Est-ce que la capacité du métro parisien sera durablement réduite ou bien parviendra-t-on à revenir à un service complet, notamment si l'activité économique et sociale revient quasiment à la normale? Il y a deux sujets différents. Un, c'est le niveau d'activité en termes d'opérateurs, c'est combien il y a de chauffeurs de métro, combien il y a de métro, combien il y a de bus, etc. Et le deuxième sujet, c'est combien de gens on met dedans. Et plus plus l'offre est importante, plus la densité d'usage baisse. Et donc, non, on ne retrouvera pas tout de suite le métro normal. Moi, j'ai le souhait qu'on le retrouve le plus vite possible. Petit côté optimiste. Mais il faut quand même se préparer à plusieurs semaines, plusieurs mois. D'ailleurs, un petit point politique important, il faut marteler le métro. C'est Valérie Pécresse, plutôt de distribuer, de faire la distrib dans la rue de masques le matin, parce que c'est ce qu'elle fait, c'est ridicule. Elle devrait se préoccuper comme autorité de tutelle de comment va fonctionner le métro. Parce que pour l'instant, elle s'en sort avec une grande facilité, qui est de dire, en gros, les opérateurs se démerdent, sauf que les opérateurs, in fine, se tournent vers leur tutelle en disant, je veux bien, si vous voulez, je mets 4 chauffeurs par métro et 4 videurs par wagon, mais il faut payer. Voilà, faut payer. Et donc, il faut toujours penser à bien rappeler, parce que c'est très compliqué d'expliquer que le métro à Paris, c'est pas Anne Hidalgo, etc. Nous, on le sait, mais enfin, il faut le rappeler. Le métro à Paris, c'est Valérie Pécresse, et donc c'est elle qui est comptable de la mise en œuvre des mesures opérationnelles. Chacun son boulot. Nous, les écoles seront prêtes, et elle, le métro devrait être prêt. Alors, du coup, je vais prendre d'autres questions pour finir dans les temps, peut-être essayer de faire des réponses un peu plus concises, si ça te va. Du coup, je vais te poser deux questions qui parlent de questions sociales. Donc, le Covid, question de Sandrine, le Covid est un marqueur de disparité sociale. Et quelles sont les premières actions sociales, d'urgence sociale menées par la municipalité?
Et que je te pose dans la foulée aussi une autre question. Comment développer les services à la personne pour nos anciens et les maisons de santé? Donc, les mesures sociales, on en a pris beaucoup parce que très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de pouvoir d'achat, notamment liés au fait que la fermeture des cantines crée un besoin d'achat de denrées alimentaires extrêmement important pour les familles les plus modestes. Hein. C'est 13 centimes d'euros la cantine pour le QF1. Quand vous ne mangez pas à la cantine, vous ne mangez pas dans la vraie vie pour 13 centimes d'euros. Ça n'existe pas. Et donc, on a pris plein de mesures d'urgence, aide alimentaire, distrib. On est monté à un niveau d'aide alimentaire tout à fait historique. Excusez-moi, j'ouvre le chat. Deuxième chose, c'est l'accompagnement, l'hébergement. Et puis, troisième, et pour ne pas rentrer plus dans le détail, mais c'est quand même symboliquement, c'est les offres directes, donc aide monétaire via la CAF, les fameuses aides 50, 100, 150 euros pour les familles qui en ont besoin. Et deuxièmement, des dispositifs complémentaires d'accès, notamment liés à la fermeture des marchés, de paniers des essentiels, les paniers solidaires. D'ailleurs, vous dire qu'il y a des capacités, si jamais vous connaissez des gens qui ont des problèmes pour manger, etc., en appelant le 3975, en appelant le CASVP, vous pouvez vous inscrire pour avoir accès à ces paniers, qui sont des paniers de marché, qui sont à 20 euros les 10 kilos de fruits et légumes, c'est vraiment pas cher. Et pour les aînés, je n'ai pas le temps de détailler, mais c'est la dépendance, la prise en charge du grand âge. On sait que c'est un problème structurel de nos sociétés, et je crois que la crise a mis ça de façon encore plus aiguë, parce que voilà, quand ça morfle, ce sont les plus fragiles. Donc les plus fragiles, c'est les plus pauvres, ce sont les plus âgés, et parfois les deux. Alors, une question sur les élections municipales. Si maintien du second tour, alors je suppose qu'on parle de la date de juin. Parce que c'est pas J'espère qu'il y aura un jour un second tour. Donc, si second tour en juin, ou en tout cas, dans tous les cas, quand il y aura un second tour, quelle organisation sanitaire? Et est-ce que c'est quelque chose qui va... je suppose que c'est pas que décidé au niveau de Paris, mais aujourd'hui, on ne sait pas vraiment. Quelles leçons tirons-nous du 15 mars concernant la tenue des bureaux de vote? C'est difficile. D'abord, incapable de vous dire quand auront les élections. Commence à se dire que 21 juin, ça paraît très compliqué. Voilà. Septembre, octobre, on se dit oui, mais sauf que si en septembre, octobre, on est en deuxième vague, il n'y aura pas d'élection. Enfin bref, on n'en sait rien. On verra bien. Là, désormais, la date pour voir un peu plus clair, c'est le 23 mai, puisque c'est le moment où le conseil scientifique dira faisable, pas faisable. On verra. Et toutes les conséquences politiques que ça aura, c'est pas du tout pareil de faire un second tour en juin, en septembre, octobre, peut-être avec un premier tour, ou si c'est reporté en mars 2021. Les enseignements sur le 15 mars, très compliqués. Moi, je pensais qu'il annulerait une semaine avant le premier tour. C'était très compliqué pour le pouvoir de l'annuler la veille ou l'avant-veille, soyons clairs, on leur serait tombé dessus au raccourci. Quel a été l'impact sanitaire réel du premier tour? Je suis réservé, prudent. Il n'y a pas de données épidémiologiques, peut-être qu'il y en aura un jour, mais enfin, démontrer que les copains qui ont été malades ont contracté la maladie à cette occasion me paraît un tout petit peu hasardeux. Mais bon, voilà, ça a été fait, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas prendre le risque à l'occasion de l'organisation d'un deuxième tour qu'il contribue à un risque sanitaire de réactivation de l'épidémie. Donc, pas de second tour tant que les conditions sanitaires ne sont pas réunies. Alors, la sécurité alimentaire d'une ville comme Paris est à réfléchir. Comment penser et assurer une autonomie alimentaire du territoire, partielle ou totale, en cas de crise? On parle notamment de suspension temporaire des flux de marchandises. C'est un leurre actuellement. Nous ne sommes pas du tout indépendants. Deux observations sur cette crise. Un, nous ne sommes pas indépendants du point de vue alimentaire et nous sommes très, 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 très objectifs parce que nous consommons énormément et qu'il y a très peu de production locale. Et que même dans nos projets les plus fous d'agriculture urbaine, de partenariat, etc., on vise, et c'est une ambition que certains spécialistes disent inatteignable, 5% de production locale sur le bassin de vie, c'est même pas uniquement la région, mais sur le bassin de proximité. Et deuxièmement, il n'y a pas eu de rupture. Il n'y a pas eu de rupture. Cette crise n'a pas produit de rupture. Et donc, je ne crois pas que cette crise soit un accélérateur sur la question de l'alimentation. En revanche, on a toujours dit que la question de l'indépendance alimentaire était une question
stratégiques, etc. Mhm. Et donc, ça n'empêche pas de continuer les combats, même s'ils n'ont pas été particulièrement mis en danger par la production. Parce que ce qui questionne le système productif mondial agricole, je ne suis pas un spécialiste, mais enfin, vous l'évoquez, vous l'avez en tête, hein, c'est la question du lien entre nos modes de production, l'incidence sur le bouleversement des écosystèmes naturels et la contribution que ça peut avoir sur le risque de contagion, de diffusion de nouveaux virus dans l'environnement et de contamination à l'homme. On aura probablement le temps de venir travailler. Alors, j'ai une question de démocratie locale finalement. Comment permettre aux citoyens de participer plus activement à la construction de la ville d'après le Covid? Comment donner la parole aux associations et aux acteurs qui sont en première ligne en ce moment de crise? Et par exemple, au niveau de chaque arrondissement, dans le cas de Paris. C'est une question tout à fait centrale parce qu'il y a deux risques dans cette crise. Le risque de crise sociale, on en parle beaucoup, mais il y a aussi le risque de crise démocratique. Et quand je dis le risque de crise démocratique, je n'ai pas en tête les dérives du pouvoir, etc. Tout le pouvoir a des dérives. Je pense à l'opinion publique. C'est l'opinion qui m'inquiète Mhm. potentiellement. C'est que ce bazar, entre guillemets, se traduise par une demande d'ordre et que collectivement, finalement, on se dise, bon, bah, écoutez, on est prêt à rogner, nous, ce qu'on veut, c'est de l'ordre, on veut de la croissance économique, on veut de l'emploi, etc. Et donc, on doit, je pense, réfléchir sur cette dimension de crise démocratique. Il y a, je sais pas, vous avez dû voir pas mal de contributions très intéressantes. On voit beaucoup de choses sortir ces dernières semaines sur la façon dont on associe tout ça. Et donc, on travaille au niveau de l'exécutif sur des propositions en la matière. Et du coup, voilà, on fera des propositions et Paris en commun, le Parti socialiste peuvent évidemment en faire également. Oui, est-ce que les nouvelles pistes cyclables qui vont être organisées en surface pour alléger les lignes de métro pourront, après la crise, être durables? Ou est-ce qu'elles vont être provisoires? Oui, nous l'espérons. Oui, oui, clairement, c'est du temporaire, mais si ça fait de la preuve de concept, nous aurons vocation à les garder, puisque il se trouve que ça rejoint un projet politique qu'on avait déjà. Donc, Ouais. plutôt cohérent en la matière. Une question sur la culture et le sport. Que faire pour la culture qui est très touchée et comment les spectacles pourront reprendre? Et sur le sport, c'est la reprise du sport amateur notamment. Quand est-ce que cette activité pourra reprendre à Paris? Alors, aucune idée. Ce sont les deux secteurs incontestablement qui sont les plus touchés en termes d'acteurs économiques de proximité. La culture, c'est le grand flou. Tout simplement parce que la culture, c'est le spectacle, c'est les spectateurs, et donc c'est des rassemblements. Il y a deux moyens de les aider. C'est un, les soutenir financièrement le temps de passer la bosse, parce qu'ils sont en perte économique absolument colossale. Et deuxièmement, c'est en subventionnant la création artistique, y compris sur des supports un peu nouveaux, à distance, plus petits, etc., pour là aussi que les acteurs culturels ne soient pas contraints de se détourner de leurs activités parce que économiquement, ils en sont morts. Le deuxième, c'est le secteur du sport. Là aussi, grand flou, ça commence à desserrer tout doucement. C'est très lié à la situation sanitaire. Si la situation s'améliore, ça redémarrera. Mais à mon sens, hein, il faut se dire que ça recommencera si tout va bien, plutôt en septembre, pas avant. Une question finalement politique sur le comment vivre avec l'opposition qu'on a à Paris qui est très pro-voiture. Est-ce que finalement, face à peut-être une méfiance, D'abord, elle n'est pas si pro-voiture que ça désormais. C'est l'un des domaines de la crise. On le voit avec les arrondissements de droite qui, à l'exception de Rachida Dati et de Jean-Pierre Lecoq, tous les autres font des propositions assez avant-gardistes. Enfin, c'est-à-dire qu'ils s'alignent sur nous, sur les aménagements provisoires, etc. Donc, est-ce que c'est qu'un effet de mode? Peut-être, mais je crois qu'ils sont eux-mêmes le réceptacle de stress de leur électorat qui disent bah oui, finalement, on s'était trompé, il faut de l'air, de l'espace, des voies cyclables. Est-ce que c'est durable ou pas? J'en sais rien, mais d'une certaine manière, c'est une grande victoire politique pour nous, parce qu'ils sont en train de s'aligner sur les propositions que nous portions. et du coup, de la même manière, enfin, c'est une question qui va un peu plus loin, mais du coup, on va peut-être avoir une méfiance pour beaucoup à reprendre les transports en commun. Et est-ce que tu penses qu'il y a un vrai risque qu'en face, on ait un discours de prenez la voiture, c'est plus safe, c'est mieux pour tout le monde et de sauter sur cette occasion-là?
Alors oui, tu as raison, ça peut être l'un des grands dangers, c'est-à-dire, et ça va être le cas. De toute façon, il faut avoir en tête que ça va être le cas. C'est-à-dire, beaucoup de Ouais. gens vont prendre leur voiture parce qu'ils auront peur d'aller dans le métro et puis parce que les alternatives, etc. Donc, d'où l'urgence, l'impérieuse nécessité qu'on développe des alternatives possibles. Et c'est pourtant un très mauvais réflexe puisque, outre faire renaître les écueils que nous connaissons de l'autosolisme, de la voiture en ville, etc., c'est un sujet qui est, moi je suis prudent aussi, je ne suis pas scientifique, enfin, je ne suis pas un spécialiste là-dessus, mais il est manifestement assez clair que la pollution est un phénomène d'aggravation, les particules fines, d'aggravation des phénomènes d'aérosolisation du virus, et donc un phénomène d'aggravation du risque pandémique. Et donc, d'ailleurs, je crois qu'il y a un article qui est sorti ce matin, dont j'avais eu connaissance il y a déjà plusieurs semaines, qui démontre que, de façon documentée, il y a une corrélation entre les lieux pollués et la rapidité de propagation de l'épidémie par rapport à des endroits moins pollués. Donc, il serait dommage que, d'une certaine manière, à cause du virus, on renonce à l'ambition environnementale. Et je le dis pourquoi? Parce que ce sont des combats qui sont finalement assez proches. Ce sont des combats de santé environnementale pour essayer de protéger les populations. Ouais. Maxime pose une question par rapport au revenu de base. C'est une proposition qui a été portée par 19 départements socialistes. Est-ce qu'aujourd'hui, Anne Hidalgo aurait envie de reprendre cette proposition pour, pourquoi pas, expérimenter le dispositif à Paris? Oui et non, on peut se dire les choses franchement, je connais très bien l'initiative, elle me semble un peu fragile et très, très en deçà en réalité de ce que nous faisons déjà, parce qu'il s'agit en fait vraiment pas confondre le revenu universel et le revenu de base. Le revenu de base, il y a aussi des libéraux qui sont pour le revenu de base qui consiste à agréger les blocs d'aide sociale. Je ne suis pas en désaccord avec ça, parce que ça introduit quand même plus de pédagogie, de lisibilité sur les revenus sociaux qui sont fournis. Donc, on n'a pas, nous, très envie de se mettre dans ce dispositif. D'abord parce que c'est un dispositif expérimental qui doit obtenir l'accord du gouvernement. Autant vous dire, s'il a l'accord du gouvernement, c'est qu'il n'a pas nécessairement l'ambition que nous voulons lui donner. Et donc, je préfère que nous portions politiquement une offre singulière et qu'un jour, les électeurs nous donnent l'occasion de la concrétiser, plutôt que de faire des petits bouts de trucs. Je vous rappelle que Macron avait prévu, c'est dans les tuyaux de 2020, de mettre en place le revenu de base par fusion des minima sociaux. Voilà, voilà. C'est une très belle initiative, je la soutiens, etc. Mais ça ne me semble pas être l'urgence pour nous et ne pas répondre. Et encore une fois, ça ne répond pas à l'ambition politique. Il faudrait d'ailleurs qu'on puisse en discuter collectivement, parce que on a beaucoup parlé et tout, mais du revenu universel, qui est la question de fournir à chacun d'entre nous un revenu qui soit un minimum vital pour manger, pour s'éduquer, aussi pour avoir accès à un minimum de loisirs. C'est un sujet trop compliqué pour être réglé, à mon avis, par un bloc d'expérimentation sur des compétences départementales. Euh, on me pose du coup une question sur la région Île-de-France, on en a un peu parlé tout à l'heure, Euh, mais du coup, comment repartir à l'assaut de la région pour préparer le monde d'après avec le Covid, l'exacerbation des inégalités sociales, environnementales, territoriales? Je pense que nous pouvons nourrir les plus grandes ambitions pour la région Île-de-France pour une raison double. C'est que d'abord, Valérie Pécresse a été incapable de faire la démonstration de son efficacité sur ce qui fait le cœur de compétence d'une région. Et le cœur de compétence d'une région, c'est deux choses. C'est l'action économique au sens large, j'inclus dedans la formation, et deuxièmement, les transports. Et la deuxième raison pour laquelle, à mon avis, elle peut avoir peur, c'est qu'elle s'est positionnée, elle l'assumait comme telle, elle s'est dit, moi je suis la présidente de la grande banlieue. Elle a Mmh. maltraité Paris, elle maltraite la première couronne et elle l'assume. Tout ça dans un contexte de restrictions budgétaires qu'elle a imposées, qui n'est pas obligatoire, qu'elle a imposé, qu'elle a choisi au titre de sa doxa libérale et de son orthodoxie budgétaire. Et donc, voilà, quand viendra l'heure des comptes, on dira qu'avez-vous fait pour les transports? Qu'avez-vous fait pour l'emploi, pour l'insertion, pour l'économie, pour l'attractivité? Et je pense qu'on démontrera que le bilan est maigre et qu'il y a un chemin. Et Paris, électoralement, ainsi que la Seine-Saint-Denis, je mets les Hauts-de-Seine un peu de côté parce que je ne suis pas sûr qu'on fasse le carton plein là-bas, mais eh bien, auront un rôle démographique hyper important sur ce scrutin. S'il a lieu, parce que je ne cache pas que dans
la foire aux hypothèses sur les reports d'élections, on verra quand tout ça a lieu. Oui. Alors, avant-dernière question, avant la question un peu conclusion, peux-tu nous préciser comment expliquer et faire partager le concept de la ville du quart d'heure aux Parisiens après l'élection définitive? Ça suppose beaucoup de choses, mais du coup, expliquer ce concept de la ville du quart d'heure. Alors en fait, je pense que la ville du quart d'heure, c'est un concept finalement pas si compliqué que ça à expliquer, parce que c'est le quart d'heure autour de chez moi, c'est les services essentiels auxquels j'ai accès autour de chez moi. Et deuxièmement, que pour le coup, c'est un facteur, je crois que quelqu'un le mettait dans la conversation, c'est une grille de lecture sociétale extrêmement pertinente post-Covid-19. Pourquoi? Parce que la crise de cette pandémie est aussi une crise des mobilités. Nous devons être des sociétés moins mobiles, parce que avec les mobilités, nous aggravons les risques de circulation du virus, etc. Et donc, d'une certaine manière, essayer d'expliquer aux gens et de construire par des politiques publiques avec les gens des vies de quartier de proximité dans lesquels on retrouve ces services essentiels sera, à mon avis, au cœur problématique politique post-pandémie. Et donc voilà, je trouve que c'est une intuition, pas seulement une intuition, c'est un angle stratégique, programmatique qui fait ses preuves et qu'on va arriver à décliner puissamment lors de la phase de campagne telle que je l'imagine après. Alors, avant de laisser Emmanuel conclure en répondant à la dernière question, j'aimerais déjà tous vous remercier d'avoir participé, d'avoir regardé cette conférence avec nous. On était plus de 120 en ligne, donc vraiment merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous samedi avec Guillaume Duval et Gabriel Siri pour parler de politique économique et quelle politique économique pour sortir de la crise et dessiner un modèle de développement différent. Et donc, la dernière question, peut-être un peu plus personnelle, mais qui va aussi te permettre de conclure, je pense. Quels sont tes espoirs et quelles sont tes craintes à la sortie du Covid? Et personnellement, en tant que premier adjoint, qu'est-ce que cette crise a révélé pour toi? Mes craintes et mes espoirs. Ma crainte, c'est ce que je disais, c'est des sociétés qui, sur le plan international, se referment sur elles-mêmes. Voilà, c'est la tentation du protectionnisme, la suspicion, la haine, la délation. Dans les périodes de crise, il y a aussi des côtés de la nature humaine qui sont dangereux. Ils sont dangereux à titre individuel, mais ils sont dangereux dans leur incarnation politique, collective et la répandent. Donc, attention à la dérive sur la société de surveillance, une société qui se referme. Le deuxième grand danger que je vois, mais c'est aussi, ça me permettra de passer sur mes espoirs, c'est la question européenne. Je pense que l'épreuve de vérité pour l'Europe est venue. Soit elle fait la démonstration qu'elle est dans ces circonstances, et je crois qu'elle peut l'être puissamment, à la fois le bouclier et l'espoir de rebond que nous attendons tous, soit elle n'en fait pas la démonstration, et je suis inquiet sur l'avenir, y compris sur l'euro, parce que voilà, la force de notre monnaie est la force d'un espace politique et économique cohérent. Dès lors que le consensus politique est fragilisé, le consensus monétaire finira par exploser avec son cortège de conséquences très dangereuses. Et les espoirs, ce que j'ai trouvé à Paris et ailleurs dans les manifestations internationales, forme de réaction spontanée. Il n'y a pas que la malignité, la suspicion, il y a aussi beaucoup de générosité, beaucoup de solidarité. Et donc, voilà, je trouve que dès lors que nous arriverons à donner à ces expressions d'empathie un projet politique, une orientation, c'est intéressant. Et ensuite, parce que, et ça rejoint ce que je disais sur la cohérence entre notre projet municipal, qui d'ailleurs rejoint beaucoup de réflexions actuelles sur la transformation de la social-démocratie, sa convergence avec l'écologie politique, c'est comment on pense un monde d'après, qui ne soit pas un monde de renoncement, pas un monde de repli sur soi, pas un monde d'autonomisme et de protectionnisme, mais incontestablement un monde qui pense différemment la relation au consumérisme, différemment la relation aux mobilités, peut-être au modèle de société, y compris à la valeur intrinsèque qu'on accorde au métier, aux trajectoires professionnelles, à ce que nous aspirons pour nos enfants, etc. Donc voilà. Il faut par contre que nous trouvions le moyen, si on veut que la gauche
arrive à capitaliser là-dessus, exactement, ce monde du care, comme c'est suggéré par Frédéric. Si nous voulons arriver à capitaliser là-dessus, il faut qu'on trouve un cadre de travail collectif dans les partis de gauche, dans les associations, dans les mouvements, etc., pour l'approfondir, pour le clarifier, pour en décliner un socle doctrinal, un socle programmatique, parce que si on ne va pas vite, ça va s'étioler, pour peu qu'il y ait une crise économique. Je ne suis pas sûr que ça se traduise nécessairement par une envie de gauche, donc il faut faire attention à tout ça, beaucoup travailler, et on peut chacun y contribuer. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. On se retrouve samedi, du coup, pour la 6e conférence, ce 6e épisode de la saison 1 de l'Université politique du confinement. À samedi tout le monde et portez-vous bien. Au revoir. Prenez soin de vous, à bientôt.